Bonjour et bienvenue dans La Neurocédingo. Dans ce deuxième épisode, je vais t'expliquer les bases à connaître pour comprendre le fonctionnement de ton cerveau. Mais laisse-moi te rassurer, l'idée n'est pas de te noyer dans un cours indigeste de biologie, mais juste de te donner les clés essentielles. Et pour ça, j'ai pris soin de ne sélectionner que les informations dont tu auras besoin pour comprendre les mécanismes dont je te parlerai au fil des prochains épisodes. Alors, pour le faire, je vais m'appuyer sur la théorie des trois cerveaux de MacLean qui date des années 60. Il faut savoir que cette théorie a largement été remise en cause depuis par les neuroscientifiques d'aujourd'hui qui la jugent dépassée. Ils lui reprochent, entre autres, d'être bien trop simpliste et incomplète pour refléter la complexité réelle du cerveau humain. C'est vrai que cette division en trois zones ne reflète ni la complexité des structures cérébrales, ni la richesse de leur interaction. Mais c'est justement sa simplicité qui fait de cette théorie un excellent outil pédagogique et c'est pour cette raison que je l'utilise. Mon objectif n'étant pas de te former aux neurosciences, mais juste de démystifier cet organe fascinant qu'est le cerveau humain pour que tu sois mieux armé pour pouvoir travailler sur ton mental. Donc, cette théorie présente le cerveau divisé en trois parties, ce que MacLean a appelé les trois cerveaux. Pour bien comprendre, il faut savoir que notre cerveau date de l'époque préhistorique. En fait, ton cerveau a été conçu pour te protéger d'une attaque de prédateurs. Et aujourd'hui, il se retrouve à devoir gérer l'ouverture d'un mail envoyé par ton manager toxique ou un méchant commentaire sur les réseaux. C'est un peu comme si Rocky Balboa devait monter sur le ring face à un boxeur du dimanche. Alors, même si certaines zones ont évolué depuis, elles l'ont fait séparément et chacune à leur propre vitesse. Ce qui veut dire que la plus ancienne a toujours les mêmes réflexes primaires qui assuraient à l'époque la survie de nos ancêtres. Pour faire simple, on vit avec un cerveau conçu pour faire face à des dangers immédiats que connaissaient nos ancêtres. Fuir un mammouth ou faire face à un prédateur. Ceux qui on le verra créent dans certaines situations de vrais décalages entre ce qu'on vit et ce qu'on peut ressentir. Ceci étant dit, j'en reviens donc à nos trois petits cerveaux. Attention, je parle bien de la division des trois zones de MacLean. Donc, on commence par le plus ancien, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Alors juste pour avoir un repère, il se situe dans la zone arrière de la tête, au-dessus de la nuque. Petite précision importante, le nom reptilien fait simplement référence à son ancienneté et au monde des reptiles, et n'a aucun lien avec des théories intergalactiques ni avec une quelconque race extraterrestre aux yeux en amande. Cette petite précision étant faite, j'en reviens à notre sujet. Donc ce petit cerveau reptilien est le chef des opérations de survie. Il travaille en collaboration étroite avec l'amygdale que l'on va voir après, mais disons qu'il est toujours prêt à réagir au danger. Il gère les fonctions vitales automatiques, la respiration, le rythme cardiaque, la digestion, mais aussi les comportements instinctifs comme l'agressivité, l'instinct de territoire et les réactions face aux stimuli. Et bien sûr, c'est lui qui se charge des réflexes de survie, fuir, lutter ou se figer. Il agit comme une première ligne de défense en cas de menace perçue. J'ai bien dit perçue. Et c'est important de bien le retenir parce que c'est justement cette notion qui crée souvent des décalages entre ce que l'on vit et ce que l'on ressent. Donc, pour faire simple, c'est le responsable des réactions rapides pour faire face au danger. Il ne réfléchit pas, il agit. C'est le service d'urgence du cerveau. Son rôle, te garder en vie à tout prix. Tu peux le voir comme un garde du corps qui te suit partout. Il est ultra réactif, il veut te protéger, mais parfois il s'emballe. Il voit une menace là où il n'y en a pas, comme quand il t'envoie un signal de danger alors que tu es juste en train de prendre la parole en réunion. Le deuxième, c'est le cerveau limbique. Pour repère, il se situe au milieu de la tête. C'est le chargé des émotions, il traite et régule toutes nos réactions émotionnelles, qu'elles soient positives ou négatives. C'est là que naissent la peur, la colère, la joie ou la tristesse. Et c'est là aussi que se forment des liens affectifs quand tu ressens de l'empathie ou que tu as le cœur qui se serre quand tu vois quelqu'un pleurer. Le cerveau limbique est un pur émotionnel. Il te relie aux autres, il t'attache, mais il peut aussi te freiner, t'envahir ou te submerger. En sachant que, comme je te l'expliquerai après, chaque petit cerveau ne travaille jamais seul dans son coin, mais fait toujours partie d'un ensemble de réseaux de connexions neuronales qui mobilisent plusieurs zones. Et tu sais quoi? On a tendance à sous-estimer l'impact des émotions. Pourtant, c'est elles qui conditionnent notre mémoire, nos décisions, nos relations et nos élans de vie. Une simple odeur peut raviver un souvenir d'enfance. Un mot mal placé peut faire dérailler toute une journée. C'est tout simplement le chef d'orchestre invisible de notre vie intérieure. Enfin, du point de vue de l'évolution, le plus jeune de ces trois cerveaux, c'est le néocortex, aussi appelé le rationnel. C'est le responsable en chef de toutes les fonctions rationnelles comme la planification, la prise de décision, la réflexion logique et l'analyse. C'est lui qui prend du recul, qui met des mots sur ce qu'on ressent et qui cherche des solutions. Le néocortex, c'est le cerveau de la conscience
et de la pensée rationnelle. Le point intéressant à savoir, c'est que ses capacités à analyser une situation de façon rationnelle peut lui permettre de contrer des réactions instinctives du cerveau reptilien pour prendre des mesures plus appropriées. En clair, il a la capacité de dédramatiser une situation ou de nous faire réagir de façon plus réfléchie. Sauf qu'en général, il se fait court-circuiter par les réactions instinctives du duo cerveau reptilien et amygdale. Pour faire simple, ces trois cerveaux collaborent en permanence grâce aux connexions neuronales. Mais il arrive aussi qu'ils entrent en conflit. Par exemple, tu as sûrement déjà vécu cette sensation étrange où tu sais que tu ne risques rien, mais tu ressens quand même de la peur, ou tu aurais envie de dire non, mais tu dis oui pour faire plaisir, ou encore tu as envie de changer quelque chose, mais tu n'y arrives pas. Eh bien, ces décalages que tu ressens dans ces moments-là sont dus aux tensions et aux conflits entre tes trois petits cerveaux. Et devine qui gagne le plus souvent. En cas de danger, ce n'est pas le plus raisonnable, mais celui qui crie le plus fort. Après, dans la majorité des cas, celui qui prend le dessus, c'est le cerveau limbique, donc l'émotionnel. Et c'est justement dans cette deuxième partie du cerveau, celui des émotions, que se trouve l'amygdale, la collaboratrice attitrée du cerveau reptilien. Souvent méconnue, elle joue pourtant un rôle fondamental, puisque c'est elle qui est chargée de détecter les dangers pour donner l'alerte au cerveau reptilien, qui lui enclenche alors le système de défense. Ce qui est assez fascinant, c'est que c'est une petite structure d'environ 1,5 cm qui ne pèse que quelques grammes en forme d'amande, ce qui lui a d'ailleurs valu son nom qui vient du grec ancien amygdalé qui signifie amande. Après, tu verras aussi qu'on parle souvent de l'amygdale au singulier, comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais en réalité, on en a deux, une de chaque côté du cerveau limbique. Elle joue vraiment le rôle d'un système d'alarme interne, un peu comme une sentinelle qui surveille en permanence tout ce qui se passe autour de toi pour repérer le danger avant même que tu t'en rendes compte. Elle analyse les sons, les images, les odeurs, les situations et les souvenirs. Et dès qu'elle perçoit quelque chose qui lui semble risqué ou menaçant, elle donne l'alerte. Avant même que ton cerveau rationnel ait le temps d'entrer en scène, l'amygdale et le cerveau reptilien ont déjà pris le contrôle des opérations. Le truc assez incroyable à savoir, c'est que l'amygdale réagit en moyenne entre 200 et 300 millisecondes avant que ton cerveau conscient ne prenne le relais. Autrement dit, ton corps commence à réagir avant même que toi, tu aies compris ce qui se passe. Après, c'est évidemment très utile en cas de vrai danger. Mais comme je te le disais aussi, elles, comme ton cerveau reptilien, ne font pas la différence entre un danger perçu et un danger réel. Pour faire simple, un regard de travers, une critique, un souvenir désagréable ou un bruit de pétard peut suffire à la faire s'agiter comme si ta vie était en jeu. Et tous ces éléments sont essentiels à connaître pour pouvoir travailler sur ton mental. Parce que tant que l'amygdale et le cerveau reptilien fonctionnent en mode automatique, ils décident pour toi et pas toujours dans ton intérêt. Et en voulant trop te protéger, ils finissent par te freiner, t'empêcher d'oser ou te faire fuir des situations qui auraient pu représenter une vraie opportunité. Sans compter que leurs réflexes primaires ne tiennent pas compte de la réalité d'aujourd'hui. Nos ancêtres devaient fuir des prédateurs sauvages, alors qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, il est plutôt rare de croiser un mammouth en allant au boulot. Et c'est là tout l'intérêt de travailler sur ton mental pour apprendre à gérer tes émotions et tes peurs en faisant comprendre à ton cerveau qu'il n'y a pas de danger réel et que tu gères la situation. Comme je te l'ai dit dans l'épisode précédent, l'idée n'est évidemment pas de partir en guerre contre ton cerveau, mais juste d'apprendre à bien le connaître pour pouvoir prendre plus de contrôle sur ton mental. Le vrai défi, ce n'est pas de contrôler ton cerveau, mais ton mental, en prenant peu à peu conscience des limites que ton cerveau t'impose et des mauvais tours qu'il te joue parfois. Après, juste pour le plaisir, j'avais envie de te donner quelques chiffres que je trouve fascinants à connaître. Par exemple, le poids moyen d'un cerveau adulte, c'est un peu moins d'1,5 kg, soit environ 2% de notre poids corporel. Mais à lui seul, il consomme 20% de notre énergie totale au repos. Il produit aussi environ 20 watts d'électricité. C'est l'équivalent de ce qu'il faut pour alimenter une ampoule LED. Et quand tu apprends quelque chose de nouveau, ton cerveau peut créer jusqu'à 700 nouvelles connexions neuronales par seconde. Côté mémoire, certaines estimations parlent d'une capacité de stockage de 2,5 pétaoctets, soit plus d'1 million de gigas. Et puis, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que chaque cerveau est unique, même chez les vrais jumeaux, parce qu'il est sculpté par ton vécu, tes émotions et tout ce que tu traverses. L'idée, ce n'est pas de retenir tous ces chiffres par cœur, mais simplement de les entendre au moins une fois, pour mieux réaliser à quel point ce que l'on a dans notre boîte crânienne est puissant, complexe et surtout plein de potentiel. Et ça pose une question existentielle. Si notre cerveau est aussi puissant, aussi malléable et aussi réactif, pourquoi on se sent parfois aussi bloqué
bloqué, dépassé ou impuissant. Alors, tu vas peut-être penser que c'est parce qu'on n'utilise que 10% de ses capacités comme on l'entend souvent, mais c'est faux. En fait, la vraie raison, c'est qu'on ne nous apprend pas à le connaître, à le comprendre et même à en prendre soin. Par exemple, un truc tout simple, combien de personnes s'intéressent à leur régime alimentaire pour prendre soin de leur santé physique? Et combien de personnes se préoccupent de la façon dont ils nourrissent leur esprit? Ce que je veux que tu retiennes au fond, c'est que ton cerveau n'est pas ton ennemi. C'est une machine incroyable, même si parfois elle peut être mal paramétrée. Mais le plus beau, c'est qu'on peut apprendre à l'ajuster, un peu comme on reprogramme un GPS pour prendre une nouvelle direction. Alors, je vais m'arrêter là pour cet épisode, pour ne pas prendre le risque de te submerger d'informations. Mais j'espère que cette petite exploration te donnera des clés simples mais puissantes pour mieux comprendre comment ton cerveau est structuré et aussi pourquoi il agit parfois sans te demander ton avis. Et bien sûr, j'espère qu'elle t'aura aussi donné l'envie d'en découvrir encore plus. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour le 3e, dans lequel je t'expliquerai pourquoi ton cerveau préfère toujours la sécurité au changement, comment il s'y prend pour te décourager et les conséquences que ça entraîne dans nos vies au quotidien. D'ici là, prends soin de toi et de ton mental. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, je suis Nat, celle qui défend l'idée que ton mental peut devenir un véritable levier de transformation.